Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Après un léger break, nous reprenons du service ce dimanche. Le principe de l'émission ne change pas. Nous passons au pays fin, les faits saillants de l'actualité nationale et internationale de la semaine écoulée. Et pour ce décryptage, je reçois ce soir Alphonse Moïse Soudé, journaliste et analyste politique. Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir, vous chers confrères. Bonsoir à toutes et à tous. Ouldat Maman, journaliste spécialiste des questions internationales. Ouldat Maman, bonsoir. Bonsoir Lénaïk Akbazaou, bonsoir aux téléspectateurs et merci de nous recevoir chez vous. L'actualité de la semaine écoulée, vue, traitée et relayée par les journaux, c'est dans Revue Hebdo, une actualité qui est ici revisitée, sous la plume et avec la voix off de Marcela Rossi. Pour les législatives 2023, ils ont tous franchi le milliard. Des trois partis qui siègent à l'Assemblée nationale, le bloc républicain a déboursé 1 928 226 716 francs CFA. À sa suite, on retrouve l'Union progressiste Le Renouveau avec 1 763 685 142 francs CFA de dépenses. Le parti Les Démocrates ferme la marche avec 1 11 847 226 francs CFA, rapporte Fraternité. C'est en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 99 du Code électoral en République du Bénin que la Cour des comptes vient de rendre publics les comptes de campagne qu'elle a reçus des partis ayant pris part à l'élection législative du 8 janvier 2023, explique l'informateur. Il ressort des chiffres qu'aucun des partis ayant dépensé moins du milliard n'a pu lever de siège à l'Assemblée nationale. Les trois partis siégeant pour cette 9e législature ont tous dépensé au moins 1 11 millions de francs CFA, confie le quotidien. À l'évidence, pour Fraternité, les formations politiques font visiblement l'effort de ne pas dépasser le seuil fixé par la loi. Encore que, à ce stade, la Cour s'est simplement contentée de publier les déclarations des partis telles que la loi l'exige. S'en suivra l'examen minutieux des comptes avec les pièces justificatives qui sera sanctionné par un rapport. La leçon à tirer pour les autres partis qui n'ont pas franchi la barre de 500 millions de francs CFA est que les élections riment avec les moyens financiers. Un bon programme de société, de gestion des communes ou de législature, d'accord, mais les moyens financiers aussi. Si l'État souligne que le bloc républicain qui a le plus dépensé, tutoyant les 2 milliards de francs CFA, n'a pas le plus grand nombre de députés, le constat ne change pas pour autant que l'argent a eu une grande force dans ces élections, poursuit l'informateur. Réforme dans le secteur des médias au Bénin, la bonne foi du gouvernement a confirmé, le rapport de la HAC toujours attendu. Je pense que nous avons encore des paliers à franchir. C'est pour cela que le gouvernement a prescrit à la presse, à travers la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, de lui soumettre un projet de réforme ambitieuse pour le secteur qui fasse que les professionnels des médias vivent de leur métier et vivent bien dans notre pays, parce que si nous améliorons les conditions de vie pour tout le monde, cela doit également concerner la presse, aurait déclaré le porte-parole du gouvernement au cours de l'une de ses récentes sorties. Selon le matinal, il ne manque que la célérité de la HAC dans ce dossier pour espérer la thérapie d'envergure souhaitée par le chef de l'État et qui doit favoriser l'avènement de véritables entreprises de presse dans lesquelles les professionnels bénéficient de conditions de vie décentes pour cesser d'être exposés aux vices, à la précarité et à l'incertitude du lendemain. Transport et logistique, le Bénin classé premier pays d'Afrique de l'Ouest. Le dernier rapport sur l'indice de la performance logistique 2023 publié par la Banque mondiale a intéressé une grande partie des quotidiens d'information au Bénin. L'indice mesure la facilité avec laquelle il est possible d'établir des connexions fiables entre les chaînes d'approvisionnement ainsi que les facteurs structurels tels que la qualité des services logistiques, les infrastructures liées au commerce et au transport et les contrôles aux frontières, explique Bénin Intelligent. Au plan mondial, le Bénin est passé de la 76e place lors de la dernière publication en 2018 à la 67e place selon l'économiste. D'un autre côté, le Bénin maintient sa dynamique de développement économique selon le leader du jour qui évoque la notation B+ avec perspective stable confirmée par l'agence Standard & Poor's. En confirmant la résilience du Bénin face à la conjoncture internationale aggravée par la guerre en Ukraine, cette nouvelle notation montre la forte dynamique
dynamique de croissance du Bénin et l'efficacité des réformes économiques et budgétaires entreprises par le gouvernement, estime la nation. Standard & Poor's salue la forte croissance de l'économie du Bénin qui devrait progresser de 6,5% en 2023 et accélérer à 6,8% en moyenne entre 2024 et 2026, rapporte le potentiel. L'agence de notation internationale ajoute que le développement de la zone économique et spéciale de Glodigbe, du pipeline Niger-Bénin et la modernisation du port de Cotonou auront des impacts économiques importants, poursuit le quotidien. L'autre action du gouvernement ayant contribué à ce niveau de performance selon le quotidien de service public, c'est la limitation de l'augmentation des prix à travers des mesures hardies, ce qui a permis au Bénin de contenir efficacement l'inflation à 1,4% en 2022, soit un niveau nettement inférieur à la moyenne de 7,4% observée dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Pendant ce temps, le FMI émet des réserves sur le dispositif du Bénin quant à la lutte contre la corruption. Le Fonds monétaire international soulève des insuffisances par rapport à la lutte contre la corruption au Bénin, selon la Nouvelle Tribune. Tout ne va pas si bien au Bénin en matière de lutte contre la corruption, en dépit des efforts fournis par le gouvernement et qui lui ont permis d'avoir la très enviable 72e place sur 180 de Transparency International, relève le journal. La Nouvelle Tribune fait référence à un dernier rapport de l'institution de Bretton Woods sur le Bénin paru en février 2023 et rédigé par un collège de 10 experts internationaux. Le Bénin vers le contrôle des naissances, le débat sur la croissance démographique est d'actualité et préoccupe plus d'un. Nous avons certes des difficultés, le chômage galopant, des universités publiques surchargées, des centres de santé mal équipés, des prisons bondées et que sais-je encore, mais nous ne sommes ni surpeuplés ni densément occupés, rapporte Gaskiani Info comme propos de Guy Mitokpe qui estime que la démarche du gouvernement vers le contrôle des naissances au Bénin ne se fonde sur aucune réalité. Il aurait cité les pays les plus peuplés du monde pour conclure qu'ils sont également les plus développés. C'est le cas de la Chine et des États-Unis qui sont les deux superpuissances mondiales selon Gaskiani Info qui estime à son tour que les pays africains comme le Bénin n'ont pas de problème parce qu'il y a trop d'habitants, mais plutôt parce qu'ils sont mal gérés. C'est connu de tous, le continent regorge de toutes sortes de matières premières que les pays occidentaux viennent acheter pour nourrir leurs industries. Il y a donc assez de ressources pour tout le monde et il y en aura encore pour des siècles. Finissons avec la revue de quelques grands titres de la semaine. Nouvelle expression, complicité de vol et blanchiment de capitaux, lourde peine requise contre Désiré Vaudonou. Fraternité, avis favorable du rapporteur de la Cour constitutionnelle pour son retour au Parlement, Hervé Héromain, sur un petit nuage, Janvier Yawedeu sur un siège éjectable. La Nouvelle Tribune, renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle, première ronde de la bataille de 2026. La Nation, construction d'infrastructures, plus de 1112 km de routes prévues dans 31 communes. La Croix du Bénin, n'ayons pas peur, Dieu nous aime. N'ayons pas peur, Dieu nous aime. Merci à vous, cher Marcel Arossi. À présent, le regard de nos invités sur les sujets majeurs de l'actualité nationale. C'est dans la rubrique 7 jours au Bénin. Alphonse Moïse Soudé, le chef de l'État, va bientôt convoquer pour ces temps prochains une assise nationale sur la croissance démographique et le développement au Bénin. Au dit du porte-parole de l'exécutif, si le gouvernement ne maîtrise pas la croissance démographique, il ne peut avoir une politique cohérente de développement. Alors, à votre avis, s'achemine-t-on vers une probable limitation des naissances au Bénin? Oui, et je crois que c'est ce qui va être fait. Cela ne dit pas son nom, mais ça sera un peu difficile pour les Béninois d'accepter. Déjà, quand vous faites un enfant ou deux enfants, on vous dit que vous êtes un paresseux, que vous n'avez pas envie de produire suffisamment. Donc, les Béninois, peut-être que cette limitation va rester au niveau des grandes villes, parce que, vous savez, dans les grandes villes, la femme a la possibilité de dire à son mari, ce soir, j'ai pas envie de faire l'amour parce que je suis fatigué. Mais au village, il n'a pas de télé, il n'a pas de radio. La seule télé qu'il a dans sa maison, c'est sa femme. Donc, sa seule distraction, c'est aussi sa femme. Et il se donne du plaisir quand il veut. Je dis, il faut mettre sur pied un certain nombre de conditions.
C'est vrai que quand vous lisez un peu l'interview du chef de l'État, ça pose des problèmes au niveau de l'éducation, ça pose des problèmes au niveau de la santé, parce que ça demande plus d'investissement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour amener les gens à ne pas faire beaucoup d'enfants? En ville, d'accord, mais dans les villages, ça devient un peu plus compliqué, parce que moi, je me suis amusé un peu à échanger avec des femmes, à savoir, mais il paraît que bientôt, on va limiter les naissances. Les gens disent, ah non, si on n'a pas, on n'en a rien à faire et que, bon, c'est notre plaisir, parce que, vous voyez, dans la sociologie béninoise, on dit, il faut faire beaucoup d'enfants au cas où les sorciers passeraient par là pour vous arracher un certain nombre, il va rester 2 ou 3. Donc, ça sera un peu difficile parce que les gens se plaignent déjà de la loi sur l'avortement. Les Béninois s'en plaignent, on autorise cela. Les Béninois se plaignent du fait que, bon, un enfant désormais peut hériter de sa maman, et puis si sa maman est riche, il peut choisir entre le nom de son père. Il y a de ces lois-là qui bousculent un peu les habitudes des Béninois. Mais moi, j'attends que le chef de l'État nous dise clairement pourquoi chercher à limiter les naissances si les gens se disent qu'ils ont les moyens. Parce que là, on risque de réduire la polygamie, alors que certaines religions autorisent la polygamie. Parce que si on vous dit, par exemple, vous n'avez pas le droit de dépasser 2 enfants, alors que vous avez envie de prendre 2 femmes, vous allez demander à chaque femme de faire un enfant, vous allez demander si la première femme fait un geste et vous donne des jumeaux, la deuxième, qu'est-ce qu'elle devient? Elle sera là comme objet d'ornement. Ça va poser un peu de problème. Donc moi, j'attends qu'on convoque les assises, qu'on nous dise clairement quels sont les différents objectifs que l'État béninois vise en voulant limiter les naissances. Doit-on continuer d'enfanter si cela enfonce dans la misère? C'est vous qui dites que ça enfonce dans la misère. Il y a des gens qui ont suffisamment d'argent qui ont fait beaucoup d'enfants. C'est vrai que dans une certaine mesure, les gens font beaucoup d'enfants, mais ils n'ont pas les moyens d'envoyer les enfants à l'école. Mais ils vous disent, c'est de la main d'œuvre pour mon champ. Ça me permet d'aller produire du maïs, du riz. Après, je pourrais les vendre aux commerçants et avoir un peu de prix-vente pour m'occuper de ma famille. Donc, je dis, si on veut limiter la naissance, il faut qu'on fasse une enquête sur le plan national. Il faut qu'on prenne un certain échantillonnage pour voir qu'est-ce que les Béninois pensent de cette limitation des naissances. Alors, c'est d'ailleurs l'esprit de cette assise nationale qui se dessine. Ouldat Mama, pour l'exécutif, si la dynamique des populations n'est pas maîtrisée, les efforts de l'actuel gouvernement et de ceux à venir seront noyés, seront vains. Alors moi, j'aimerais qu'on déconstruise un peu le problème parce que la façon dont il a été formulé l'a été en rapport finalement avec des préoccupations occidentales. Déjà, une mise en contexte pour relativiser. L'Afrique n'est pas un continent surpeuplé. Vous voyez l'Inde, par exemple, qui en avril a atteint 1,4 milliard d'habitants. Ici, tout le continent africain qui peut quand même faire entrer l'Union européenne, qui peut faire entrer la superficie des États-Unis, qui peut faire entrer tellement de grands pays, né à peine à 1,2 milliard aujourd'hui. Certes, on attend un boom démographique, un triplement de la population un doublement de la population d'ici 30 ans, c'est-à-dire en 2050, mais on n'en est absolument pas là. Et puis, il faut aussi dire que cette préoccupation, cette espèce d'angoisse démographique, c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps. C'est souvent attribué à Malthus, pasteur philosophe qui avait peur que la croissance démographique ne parvienne pas à se caler sur les ressources disponibles sur la planète. Mais avant avant Malthus, justement, il y avait Aristote, il y avait Platon. Donc depuis l'Antiquité déjà, c'était une préoccupation qu'on avait. Et à l'époque, c'était des préoccupations vaines, puisqu'on avait des épidémies qui rasaient comme ça des populations, des fractions de population entières. On n'avait pas les problèmes, les progrès qu'on a fait jusqu'à présent en termes de politique sanitaire. Donc, je pense qu'il faut pas verser dans cette angoisse-là. Il faut aussi dire que les pays qui ont engagé des politiques assez volontaristes en termes de restriction de la natalité. On a l'exemple le plus parlant, c'est celui de la Chine, n'est-ce pas, avec la politique de l'enfant unique qu'elle a implémentée de 1979 à 2015. Le problème, c'est que les autorités chinoises aujourd'hui le regrettent parce que même si on a autorisé les femmes après 2015 à avoir 2 enfants, celles-ci ne s'y prêtent pas pour autant parce qu'entre-temps, on a intégré les problématiques du monde du travail notamment qui ne sont pas favorables à un retour sur le marché de l'emploi après une maternité. On a également, les femmes ont plus d'attentes.
Ensuite, même sur le continent africain, c'est quelque chose qui est en train de décroître avec l'urbanisation, avec la scolarisation des filles, avec l'ouverture du champ des possibles pour les femmes. Donc vous avez tout un ensemble de facteurs, que l'on veuille ou non, donc qui viennent, qui nous parviennent, qui sont des problématiques de pays en développement, de pays qui nous parviennent finalement du Nord. Donc c'est quelque chose qui est déjà en train de décroître. Je considère en réalité que mettre la pression sur les populations, je pense que c'est reporter le problème. C'est reporter le problème du politique au social. En réalité, c'est un problème politique qui fait passer d'une obligation de moyens de la classe politique africaine à une obligation de résultat. Je veux le formuler davantage comme un défi plus que comme un problème. Vous avez historiquement, l'Afrique a été un continent sous-peuplé. Pendant une bonne partie de l'histoire précoloniale, les royaumes, les rois, les souverains recherchaient la population. On allait limite capturer de la population parce qu'il y avait de l'espace. On faisait des guerres de conquête sur les autres continents, notamment en Europe, mais ici, il n'y avait pas vraiment... L'enjeu n'était pas l'espace, l'enjeu c'était la population, tellement il y en avait peu. La gloire du souverain, c'était de dire « j'administre un tel nombre de personnes », pas « j'administre une telle superficie de territoire ». Donc vous voyez que c'est quelque chose dont on se lève enfin, notamment grâce à des progrès en termes de politique sanitaire. On a une réduction au cours de la première décennie de ce XXIe siècle de la mortalité enfantine de 35%. Donc ça aussi c'est un facteur. C'est pas seulement qu'on fait plus d'enfants, c'est qu'ils meurent moins. On va pas commencer à le déplorer. Il faut s'en réjouir plutôt. Donc il y a tout un nombre de facteurs finalement qui relativisent un peu cette angoisse de la démographie. En réalité, c'est la charge du politique qui doit maintenant répondre aux désirs de la population. Il ne faut pas déplacer le problème et noyer le poisson. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Liang-Ngoubedi, a donné l'exemple d'une commune au Bénin où les naissances enregistrées en un an génèrent un besoin de 400 salles de classe dans 5 ans. Quand ces enfants vont commencer l'école, une démographie maîtrisée pourrait être un atout pour le développement. Mais écoutez, au Bénin, on a 117 communes. Hein. Je dis, il faut que l'État d'abord, parce que quand vous suivez un peu l'interview du chef de l'État, il a parlé de l'éducation, il a parlé de la santé, il a parlé de l'emploi. Qu'on me dise que depuis qu'on est au pouvoir, combien d'écoles on a créées? Combien d'écoles on a créées? Parce que c'est ça, le ratio, nous allons faire le ratio, combien d'écoles on a créées pour qu'on nous dise qu'il y a surpopulation. Il faut nous dire le nombre d'écoles créées d'abord, le nombre de centres de santé créés, le nombre d'emplois. Parce que quand vous dites que c'est vrai qu'on a besoin de la main-d'œuvre pour le développement, mais à un moment donné, ça va dépasser. Est-ce que ce sont les difficultés économiques que l'on entrevoit en disant qu'il faut limiter les naissances? Parce que moi, je ne comprends pas. Si on me dit maintenant, nous avons construit beaucoup d'écoles, malgré ça, il reste des écoles à construire. Parce que les gens... Non, vous allez dans certains milieux, les gens ne vont pas à l'école. Les gens ne vont pas à l'école. Vous allez dans certains milieux, il n'y a pas de centre de santé. Donc je dis, il faut pas fustiger les gens. Cette commune dont on parle, c'est une façon de fustiger les gens. Pourquoi on dit que dans une commune, les gens font beaucoup d'enfants? Non. C'est vrai que ceux qui sont allés à l'école, beaucoup disent, il faut limiter à 1, 2 enfants. C'est leur problème. C'est un choix. Mais si quelqu'un décide de faire 10, 20 enfants et qu'il a les moyens... Aujourd'hui, les Canadiens regrettent. La population du Canada est en train de vieillir. Et les Canadiens demandent aux Africains de venir s'installer chez eux. Aujourd'hui, on a réduit les conditions pour permettre aux Africains d'aller là-bas parce que la population, elle est vieillissante. Quand vous engagez dans ce processus-là, à la longue, vous regrettez. Vous regrettez parce que ceux qui ont les moyens vont s'installer à l'extérieur. Ceux qui sont là, étant donné qu'ils ont limité les naissances, à un moment donné, vous allez manquer de cadre parce qu'il faut avoir les enfants, les envoyer à l'école, les éduquer. Si les gens ne font pas d'enfants, ça va poser un problème. Moi, je dis... Oui. Il faut étudier la sociologie. Ce qui se passe en Europe, la France, c'est pas le Bénin, Et je crois que l'Afrique n'est pas encore surpeuplée. Cette surpopulation-là a permis au moins à la Chine aujourd'hui de se développer. On parle de parentalité responsable. Il y a des parents qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui ont une progéniture nombreuse. C'est toute une difficulté. Oui, et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des parents qui disent « je vais faire beaucoup d'enfants ». Je vais faire beaucoup d'enfants
parmi mes enfants, des enfants iront à l'école. C'est une affaire de moyens aussi. Mais oui, mais c'est l'État qui va empêcher les gens de se faire du plaisir pour se donner de l'argent. Qu'est-ce qu'on met en place pour... Parce que vous imaginez, le paysan, moi j'ai commencé l'école au Nord, j'ai évolué dans les villages. Vous imaginez, il n'a pas de télé, il n'a pas de radio, il n'a pas de centre de distraction. Quand il ne va pas prendre Sorabi ou Tchoukoutou avec ses amis, c'est qu'il vient se défouler sur sa femme. Et il n'y a pas question que vous dites à ces gens-là, par exemple, de faire de l'espacement des naissances, de faire de la planification ou de faire autre chose. Donc je dis, c'est dans la mentalité. On ne peut pas. Il faut aller étape par étape. Alors, quelle est la thérapie que vous proposez? Mais laissez les gens. Si les gens ont envie de faire les enfants, faites les enfants. Ce n'est pas parce que moi, j'ai 2 enfants que je vais demander à mes soeurs ou à mes frères de faire 2 enfants. Chacun a son plan de vie. Et si ses frères viennent vous embêter après pour des problèmes à l'hôpital, la scolarité? Non, l'État ne dit pas ça. L'État ne dit pas ça. Moi, je crois qu'il faut qu'on nous dise ce pourquoi on veut aller là. Parce que le chef de l'État a évoqué trois secteurs de développement. C'est important pour moi. Hein. Santé, ça veut dire que l'État n'aura plus les moyens. Encore que les soins ne sont pas gratuits au Bénin. Les soins ne sont pas gratuits. Les soins ne sont pas encore gratuits. La scolarité. Il y a le projet H qui essaie. Écoutez, les soins ne sont pas encore gratuits. Avant que je n'entre dans ce studio-là, vous allez dans un hôpital public, vous payez pour votre consultation, vous payez les médicaments. On ne vous donne pas les médicaments. Vous envoyez vos enfants à l'école, vous payez la scolarité, vous payez les fournitures. Est-ce que l'État a déjà expérimenté la gratuité de l'éducation? Dans le public, les filles sont exonérées de la scolarité. Il n'y a que les filles au Bénin. Et quand les parents font les enfants, ils ne font que des filles. Ils font aussi des garçons. Donc, il faut déjà généraliser. Pour qu'on me dise après, quand nous avons fait l'expérience de rendre gratuite l'éducation, nous avons des difficultés financières. Quand nous avons rendu gratuit les soins, il y a eu problème au niveau de l'emploi. Encore qu'on nous a dit que le taux de chômage est à 3%. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, on a fait un gros effort. Mais pourquoi s'en plaint-on? Moi, je dis, il faut qu'on organise l'exercice, qu'on nous dise réellement quel est l'objectif qu'on vise. Est-ce qu'on veut occidentaliser le Bénin? Parce qu'à cette allure-là, moi, je crains beaucoup de choses. Hein. Vous voyez, les différentes lois qui sont en train d'être votées, je me dis, est-ce qu'on ne va pas nous imposer la manière de vivre des Blancs? Et quand j'ai dit la manière de vivre, un jour, on va nous dire, il faut prendre une loi pour encourager l'homosexualité. Il faut prendre une loi. Oui, parce que c'est comme ça. C'est comme ça que ça a commencé ailleurs. Et puis bon, parce que quand on va limiter les naissances, et il n'y aura plus beaucoup de femmes, les hommes vont se donner du plaisir. C'est 2 débats différents, cher Alphonse Moïse-Soudé. Non. Alors, au-delà de maman, n'est-ce pas révolu l'époque où le temps où avoir une progéniture nombreuse était considéré comme une source de richesse, une main-d'œuvre, parce que nos grands-parents disposaient d'assez de plantations, de cultures? Oui, absolument. C'est un contexte social particulier qui faisait qu'on avait besoin de beaucoup d'enfants parce que c'était une main-d'œuvre. Le contexte a évolué, l'économie s'est tertiarisée, on n'est plus dans une économie seulement agricole. Je voudrais nuancer un peu mon propos. Je suis d'accord quand même que lorsque vous savez que vous avez des revenus limités, que vous limitiez quand même votre progéniture, que vous y pensez quand même, que ce soit quelque chose. Il y a un travail de pédagogie à faire, hein. Mais c'est l'idée que ce soit dramatique, l'idée que ce soit une catastrophe, que ce soit une espèce de cataclysme à venir que je veux absolument casser dans l'esprit des gens, et je permets pas qu'on accepte ça. D'autant plus que il y a tellement déjà de stigmates qui sont attachés au continent africain. Donc maintenant en plus on veut faire de nous les mauvais élèves de la planète en termes de natalité, des gens absolument irresponsables qui font des enfants en veux-tu en voilà, sans considération sans planification, sans réflexion sur la capacité à les éduquer et à les amener à terme quand même à s'épanouir dans la vie, à les accompagner convenablement. Il y a un travail d'éducation, il y a un travail pédagogique à faire à cet égard, en particulier dans les zones rurales, sur cette problématique. C'est une problématique, là je le concède. Néanmoins, toute cette dramatisation qui est attachée, je n'y souscris pas, je ne souhaite pas que ce soit développé. Le vrai problème est fécond, dit-on, mais que faire pour encadrer cette je vous l'ai dit, ça c'est la pédagogie. Mais encore une fois, pour moi, le problème ne se situe pas là. Quand vous avez un grand continent comme le continent africain, quand vous avez des accidents géologiques, comme on le dit en Guinée, comme on le dit en RDC, qui n'est même pas surpeuplé, quand vous avez... Le problème n'est pas là, le problème est à l'échelle du politique. Qu'est-ce qu'on fait vraiment pour répondre aux besoins de la population qui arrive? Quand vous avez d'ici 2050 2,5 milliards de personnes, une majorité de moins de 15 ans, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez encore oser pouvoir leur dire que lorsque les multinationales
multinationales viennent exploiter leurs ressources, que l'État perçoit 10-15% et que le reste est pour la multinationale, est-ce que ça va être tolérable? C'est les vrais problèmes qu'il faut se poser aujourd'hui. Ça, c'est les vraies questions, c'est les vraies réponses qu'il faut apporter aujourd'hui à la population. Et ça va être compliqué. Le problème que ça pose, c'est que ça va créer une rupture du contrat social. Le contrat tacite entre gouvernants et gouvernés, c'est-à-dire qu'ok, on se soumet à l'autorité de l'État, on se soumet à l'autorité de la puissance publique, mais en contrepartie, vous nous garantissez un minimum de choses. La sécurité, le bien-être, un certain nombre de services publics, la santé, etc., etc. Le problème, c'est que c'est pas que l'Afrique n'en a pas les ressources aujourd'hui, c'est simplement qu'il va falloir absolument mettre fin à la malgouvernance, à la gabegie, les accords léonins entre l'État et puis les multinationales. C'est là le vrai problème. Encore une fois, le vrai problème, il est politique. Aujourd'hui, on a une croisée des chemins. Le politique, il ne faut pas qu'il se défausse sur les populations. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. On s'achemine vers une assise nationale. Oui. Quelles sont vos attentes de cette assise? C'est sûr que dans une démarche participative et inclusive, leaders religieux, leaders politiques, acteurs de la société civile vont essayer quand même de retenir la formule qui arrange tout le monde. Vous savez, il y a des choses qui sont facilement acceptables par les leaders et ceux qui sont allés à l'école. Je suis d'accord avec elle, qu'il faut sensibiliser, il faut discuter à gens. C'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité. C'est plus facile pour un intellectuel de dire, avec son épouse, on s'entend, on va faire 2 enfants. 2 enfants s'entendent, mais je ne vois pas dans les coins reculés un mari ou une femme dit à son homme, moi je veux faire 2 enfants. Non, il faut qu'on fasse un travail de sensibilisation. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, est-ce qu'en jetant l'idée, on a fait des enquêtes? Est-ce qu'on a fait des enquêtes sur un certain échantillonnage pour dire, sur 10 Béninois interrogés, 7 sont d'accord pour que désormais on se limite à 1 ou 2 enfants, on ne l'a pas fait. Mais toutes les franges de la population tel qu'on a lancé cette assise. Non, tel qu'on a déjà lancé la bombe est déjà partie et les gens ont commencé par réfléchir. Parce que je dis, est-ce qu'on va sanctionner ceux qui vont aller au-delà de 2 enfants? Est-ce qu'on va encourager les gens à faire 2 enfants? Je dis, j'attends de voir. Quand on va se mettre ensemble, il faut qu'on nous dise réellement ce qu'on veut faire. Et quand on va le faire, avant de prendre les dispositions, il faut parcourir tout le Bénin, sensibiliser tout le monde. Parce que ne nous arrêtons pas dans les grandes villes. Pourquoi que le Bénin s'arrête dans les grandes villes? Le Bénin, c'est 77 communes. Et il faut aller un peu partout pour voir quelle est la mentalité que les gens développent dans leur milieu de vie. Est-ce que ce que nous voulons faire là, dans ce milieu-là, est-ce que les pratiques traditionnelles, parce que ça risque de bousculer un certain nombre de réalités traditionnelles. Donc, il faut travailler déjà avec les gens à la base pour voir qu'est-ce qui est faisable. Sinon, on va créer une césure entre l'État central et les populations à la base. 30 secondes pour finir avec ce sujet. Il faut dire que c'est la démographie qui a poussé l'Inde là où elle est aujourd'hui à être 6e puissance mondiale, qui a quand même pris la place de la France derrière la Grande-Bretagne aujourd'hui, qui fait que la Chine à côté lorgne un peu dans le mauvais sens sur cette démographie indienne. C'est cette démographie-là qui a fait que ce que l'Asie a été à la fin du 21e siècle et aujourd'hui au début du 21e, c'est cette démographie-là. Et c'est ce qui permettra également à l'Afrique d'être ce que l'Asie a été à la fin du 21e siècle ici et au début du 22e siècle prochain. Et les Coréens aujourd'hui, vous avez des salles vides, des écoles totalement vides, désertes, fantômes, parce que les Coréens ne font plus d'enfants. Donc c'est aussi quelque chose il faut mettre de l'eau dans son vin, il faut absolument relativiser cette question-là et il faut vraiment l'apprécier à l'aune de nos enjeux à nous. Je reste avec vous, les enfants doivent aller à l'école. On va s'intéresser à présent à ce communiqué du ministre des Enseignements maternels et primaires qui invite les écoles privées à respecter le calendrier scolaire en vigueur. La pratique, elle est courante. Les écoles privées ont l'habitude de congédier précocement les apprenants des classes intermédiaires, alors à la veille même du CEP. Alors j'aime bien le terme de congédier. C'est vrai que lorsque vous n'êtes pas dans des classes d'examen, en général, vous embarrassez plus le personnel encadrant et les enseignants qu'on approche mai, quoi. Donc effectivement, on vous balance, on vous envoie dans des salles de sport, dehors, jouer, on ne sait plus quoi faire de vous. Voilà. Parce qu'il faut organiser les examens, ils ont d'autres problèmes à gérer. Donc effectivement, vous avez les enfants sur les bras, bon, c'est un défi pour eux, il
les encadrer, il faut mettre en place, je sais pas, des activités sportives, des tournois peut-être, interclasses. Il faut imaginer d'autres choses. Parce que moi, je comprends la puissance publique qui veut réaffirmer son autorité. Parce que, effectivement, toute privée qu'elle soit, ces écoles-là sont quand même sous l'autorité de l'État, sous l'autorité du ministère. Donc, privées ou pas, il faut qu'ils se plient au calendrier décidé par la puissance publique. Alphonse Moïse Soudé, c'est surtout pour des raisons économiques qu'on observe le phénomène? Non, vous savez, moi d'abord, avant de parler de congédier, il faut voir, est-ce que le programme scolaire est exécuté? Moi, je connais des écoles privées qui gardent les enfants de CEP jusqu'à la veille de l'examen, mais les enfants reviennent. Les autres classes reviennent pour faire la composition de passage. Après le CEP, le ministre peut aller sur le terrain, ils reviennent pour composer pour le passage en classe supérieure. Je dis, ce n'est pas toutes les écoles privées. Moi, je dis, si on doit parler d'envoyer les enfants un peu plus tôt en vacances, c'est de voir quel est le pourcentage de l'exécution du programme. Parce que quand le programme est exécuté, on est allé au thème du programme, les gens estiment qu'il faut libérer les enfants. Parce que ce que vous proposez, c'est bien, mais ça appelle des charges financières. Est-ce que l'État béninois, en tout cas, pour ce que je sais, l'État béninois n'apporte aucun soutien financier aux écoles privées? L'État béninois n'apporte aucun soutien financier. Ok, si vous voulez, non, écoutez, sans faire un affront à ceux qui sont dans le public, je suis enseignant depuis 1998. Les meilleurs résultats sont donnés par les privés. Les meilleurs résultats au Bénin sont donnés par les privés. Mais l'État n'apporte aucun soutien financier aux privés. Mais les privés sont obligés de gérer ce dont ils disposent. Parce que dans les privés, ils évoluent en système de trimestre et c'est plus exigeant. Un parent qui envoie son enfant dans une école privée, il est exigeant. Quand les devoirs ne sont pas faits à temps, quand les interrogations ne sont pas faites à temps, quand le programme n'est pas allé à son terme, il y a des parents qui débarquent, qui exigent que le professeur, au mois de février, devait être à ce niveau. Pourquoi il est encore derrière? Donc je dis que quand ils ont fini le programme, ils estiment qu'il n'y a pas de raison. Même pour les classes d'examen, on les garde jusqu'à la veille des examens. Ce sont les classes intermédiaires. Justement, le calendrier scolaire ne souffrirait-il pas de certaines insuffisances? Non. Pourquoi retenir les apprenants des classes intermédiaires à l'école? Ce qui est sûr, pour ce que je sais, les classes dans le public, aucune école ne va libérer les enfants avant fin mai. Aucune école ne va libérer les enfants avant fin mai. La preuve, il y a des écoles qui ont encore des examens blancs à partir du 22 mai. Donc, il faut faire les examens blancs, il faut les corriger, il faut que les enfants aient leurs résultats respectifs avant d'aller aux examens. Ce qui se passe, c'est vrai, ça se passe par endroits. Mais je voudrais que l'État, d'abord, mettre sur pied des commissions d'enquête pour voir pourquoi certaines écoles décident de façon systématique. Et chaque année, ils répètent la même chose. Et moi, je travaille dans des écoles où, déjà en avril, on vous demande de finir le programme et puis basta, on vous libère parce qu'on n'a pas les moyens de vous payer, par exemple, le mois de mai. Donc, je voudrais que l'État, au-delà de prendre des sanctions, il faudrait que l'État joue son rôle régalien parce que le privé, c'est vrai, d'autres vous diront que c'est une entreprise commerciale, d'accord, mais ils participent à la formation des citoyens béninois. S'il n'y avait pas les écoles privées, je me demande si l'État pourrait absorber tous ceux qui veulent aller à l'école. Donc, il faudrait que l'État, maintenant, apporte un soutien financier ou matériel. Pas forcément de l'argent, mais on peut mettre du matériel à la disposition des écoles pour que le travail soit fait. Moi, je dis, il faut d'abord mettre l'accent sur l'exécution des programmes. S'il y a une école qui ne permet pas aux enfants d'aller au thème du programme, il faut que l'État frappe. L'État doit frapper fort. Parce que l'enfant qui quitte la 6e, il est supposé acquérir... Donc, l'enfant qui quitte par le CE2, le CM1 pour le CM2, il est supposé acquérir un certain nombre de notions avant d'arriver au CM2. Mais s'il arrive au CM2, que le maître du CM2 se rend compte que au CM1, le programme n'est pas exécuté, ça pose un problème. Moi, je suis d'accord qu'à ce niveau-là, l'État sanctionne. Il faut voir, est-ce que ceux qui congédient tous les enfants, ils ont exécuté les programmes? Alors, retrait d'autorisation, voire même fermeture, ce sont les sanctions qu'encourent ces établissements qui ne veulent pas se mettre au pas.
Oui, bon, je pense que il fallait pour l'autorité de frapper fort, hein, frapper un bon coup là sur la table. Après, il faut aussi dire que il y a eu quelques petites dérives aussi de l'enseignement privé par moment. Donc il y a certainement une crainte que cela crée un précédent qui ouvre comme ça quelque chose qui est possible dans les consciences des acteurs et des promoteurs du secteur privé. Donc je pense que c'est histoire de mettre les pendules à l'heure. Est-ce qu'il faut vraiment sanctionner? Je pense que si ça a déjà eu son effet dissuasif, c'est déjà bien. Et pourquoi pas un petit dialogue quand même pour savoir qu'est-ce qu'on fait de ces enfants qui nous restent sous les bras quand on a fini le programme et quand on veut préparer comme il faut les examens. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on s'arrange avec des centres sportifs? C'est là aussi, on peut avoir une collaboration avec le ministère des Sports et de la Jeunesse. Est-ce qu'on s'arrange avec les parents pour qu'ils paient un petit quelque chose en plus, pour qu'on organise des espèces de salles, de classes de fin d'année? Non, je ne sais pas, mais il faut imaginer d'autres choses, parce qu'effectivement, c'est un problème en fin d'année. C'est un problème. Moi, je me souviens, on ne savait plus quoi faire de nous. Donc, il faut trouver des façons de nous encadrer. On vous a compris. Non, mais moi, je voudrais, avant de finir, parce que c'est 15 secondes. Je dis, l'État a sanctionné. Mais nous sommes dans une république où l'État permet à certains de faire les heures normales et l'État permet à d'autres de faire journée continue. Pourquoi l'État continue de permettre ça? Si on veut que toutes les écoles aient la même chance, on applique le programme pour tout le monde, on applique les mêmes horaires. Mais depuis, il y a des gens qui sont les tout-puissants, qui font... L'État n'a jamais autorisé, il n'y a aucun arrêté qui autorise journée continue dans les écoles. Mais on permet à des écoles de le faire. Donc, il faut régler les problèmes. Moi, je suis d'accord qu'on sanctionne ceux qui ne sont pas en règle, mais il faut que aussi l'État prenne ses responsabilités pour que ce qui est dit soit respecté. Le décryptage de l'actualité internationale, c'est dans la rubrique Interactu. Ouldad Maman, le procès de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a livré son verdict. Il écope de 6 mois de prison avec sursis, avec une amende de 200 millions de francs CFA. Pour rappel, Sonko a été condamné pour diffamation et injure publique à l'encontre du ministre sénégalais du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Il risquerait d'être inéligible pour la présidentielle de 2024, à votre avis? Oui, alors déjà avant cette condamnation, le président du PASTEF et puis maire de Ziguinchor nous avait déjà préparé quelque part. Si vous savez bien lire, il avait préparé les esprits puisqu'il avait parlé de désobéissance civile à l'égard de la justice. Donc, à mon avis, Ousmane Sonko sentait le vent tourner. Et certainement qu'il s'est dit qu'envoyer ses avocats, parce que lors de l'audience, en appel, ses avocats ne sont pas présentés non plus et lui-même n'était pas là. Donc il s'est dit certainement qu'en venant s'asseoir devant un tribunal qu'il sait il va alourdir sa peine de première instance, certainement que c'est une façon finalement d'accepter le verdict et c'est une façon d'ajouter, de légitimer en réalité la décision de la Cour. Donc dès le départ, déclarer la désobéissance civile, on rappelle que la désobéissance civile, c'est un mouvement qui a été lancé par Tolstoï, mise en langage plus par Henry David Thoreau, philosophe américain, qui a été appliqué lors du mouvement des droits civiques par Martin Luther King, qui a été appliqué également contre l'apartheid en Afrique du Sud, par Gandhi notamment en Inde. Donc c'est lorsque vous avez un système public, lorsque vous avez des autorités qui promeuvent finalement des valeurs et un système inique, c'est la façon pour la population de rejeter ce système-là sans pour autant passer par la force. Donc c'est quelque chose qui est légitime, historiquement, la désobéissance civile. Il suffit de vraiment qu'il y ait un consensus autour du fait que l'autorité ne rend plus des décisions moralement acceptables finalement. Donc c'est le conflit entre le légal et le légitime. Le légitime qui est l'absolu de moralité, l'absolu de droit, et le légal qui est la compréhension temporelle et spatiale de ce qui est acceptable, de ce qui est bon, de ce qui est juste. Donc
Ousmane Sonko déclare cela, à mon avis, c'est qu'il sentait que ça n'allait pas se passer comme il le souhaitait. Donc de toute façon, pour lui, la justice est inique, elle est de toute façon soumise au pouvoir politique. Donc c'était une façon de rejeter d'avance ce verdict-là. Après, le problème, c'est qu'il peut encore se pourvoir en cassation. Mais lorsque vous dites que vous entamez une campagne de désobéissance civile, lorsque vos avocats ne sont pas présents lors du procès en appel, ce serait incohérent d'attenter une action en cassation. Donc, si on reste cohérent, il n'y aura pas d'action, parce qu'un de ses avocats a dit que si le verdict restait ainsi, il serait inéligible. Donc, a priori, il le serait effectivement. Après, on peut se demander pourquoi cette peine a été alourdie, pourquoi on nous a mis en scène une peine de première instance qui finalement avait été dite équilibrée, même par l'avocat du ministre du Tourisme. Est-ce qu'il s'agissait d'apaiser l'opinion publique, parce qu'on se souvient des émeutes qui avaient entouré la procession d'Ousmane Sonko vers le tribunal de Dakar. Est-ce qu'il s'agissait de gagner du temps d'autre part, parce qu'on sait qu'entre-temps, le président Macky Sall a lancé des consultations, un dialogue avec l'opposition. Ce dialogue avec l'opposition auquel Ousmane Sonko a refusé de souscrire, mais d'autres cadres de l'opposition, Khalifa Sall et puis Karim Wade, eux ont dit OK au chef de l'État. Donc ça a cassé un peu la dynamique de la coalition d'opposition Yewwi Askanoui, qui avait notamment conquis plusieurs sièges municipaux. Donc, casser l'opposition, casser l'opposition, et 3, il y a quelque chose que l'on observe, j'y reviendrai peut-être après. Oui, on va avoir l'opinion de votre vis-à-vis sur la question. Ousmane Sonko est habitué au bras de fer avec le système judiciaire sénégalais. En mars 2021, il était interpellé pour viol, prétendu viol sur Adissa, une employée d'un salon de massage de Dakar. N'est-ce pas un acharnement judiciaire contre un opposant politique dont la popularité inquiète? Vous savez, c'est ça qui m'étonne chez les hommes politiques africains. Je crois qu'il y a quelque chose de malsain chez les hommes politiques africains, surtout quand ils sont... Moi j'ai suivi Macky Sall. La guerre entre Macky Sall et Wade, j'étais encore à Dakar quand ça a commencé. J'ai vu comment la population sénégalaise a pris parti pour Macky Sall. Et aujourd'hui, on est surpris que ce que Macky Sall a reproché à Gorgui, à Wade, il le fait. Parce qu'on a dit, Wade s'acharnait contre les hommes politiques de l'opposition, parce qu'ils se disent que ce sont des concurrents. Aujourd'hui, Sonko, le régime Macky Sall a permis de donner encore plus de visibilité à Sonko. Et Sonko a dit qu'il ne se rendrait pas parce qu'il y a des problèmes de sécurité, et qu'il ne se rendrait pas parce que la justice est manipulée. Donc je dis, en Afrique, j'ai juste constaté que quand vous êtes un opposant, faites attention. Faites attention, parce qu'un peu partout, on peut vous coller quoi que ce soit. La preuve du viol dont il parle, il ne reconnaît pas ça. Et puis, il devient pour Macky Sall un concurrent de taille. Donc aujourd'hui, au pouvoir, le pouvoir peut être en main toutes les ficelles, il les tire comme il veut. Parce que moi, je ne comprends pas. On a dit 2 mois, tout le monde s'est entendu, mais on va là-bas, on ramène ça à 6 mois. Peut-être on s'est rendu compte que les 2 mois lui donnaient la possibilité d'être candidat, et que s'il était candidat, parce que le peuple sénégalais, c'est un peuple différent. Ils sont contre l'injustice. Et quand un de leurs compatriotes est massacré par le pouvoir en place, on le ramène au pouvoir. Wade est venu au pouvoir comme ça, Macky Sall est venu au pouvoir comme ça, et ils feront la même chose avec son code. Donc, Macky Sall, ayant l'intention de faire un 3e mandat, ne permettrait pas à quiconque de lui barrer le chemin. Nous sommes sur le terrain politique, et l'homme politique, pour vous écraser, il utilise tous les moyens à sa disposition. On vous dira que, bon, ce n'est pas lui qui manipule la justice, mais il y a que, quand vous êtes au pouvoir, il y a toujours des élus qui veulent vous rendre service parce que, bon, c'est la politique. Aujourd'hui, il sait qu'il a déjà perdu parce qu'on a prononcé ce verdict. Bon, est-ce qu'il va pouvoir en cassation? Je ne suis pas sûr parce que j'ai peur qu'on ne durcisse encore la peine. Donc, il sait que son avenir pour 2024, ce n'est pas évident. Maintenant, ça va dépendre. Il maintient sa candidature. Oui, il a martelé. Mais il choisit de maintenir la candidature. Il faut que l'instance chargée de valider les candidatures. Et le procès du viol est programmé pour le 16 mai prochain. Pour le 16 mai prochain. Alors, ça pourrait aussi alourdir et compliquer les choses pour Ousmane Sonko. De toute façon, moi, j'ai lu dans sa campagne de désobéissance civile le fait que il savait que ça allait mal tourner pour lui. Donc, et c'est que tout est perdu. Oui, et puis d'autre part, je voulais dire, cette histoire de donner raison aux plaignants
donner raison à une partie en première instance, et puis finalement se mettre du côté de l'autorité en appel. C'est un mécanisme qu'on a déjà vu un peu partout, c'est-à-dire même en Grande-Bretagne. Vous avez vu ça lors de l'affaire de cette... Alors, de façon concrète et oui, pratique, oui, bien à quoi sûr. peut-on s'attendre ? Justement. Vous avez vu ça, par exemple, dans cette affaire d'envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda le temps d'examen de la requête. D'abord, on a donné raison aux plaignants en première instance. Ensuite, on a donné raison à l'État en deuxième instance. Donc, dans beaucoup de cas comme ça judiciaires, des choses, des cas high profile qui font beaucoup l'attention, l'objet de l'attention de l'opinion publique nationale et internationale. Donc c'est comme si on veut donner finalement un certain cachet d'indépendance à la justice. Donc on sauve l'honneur en première instance en donnant raison, aux plus faibles, et on donne raison aux plus forts en appel. C'est histoire de dire, bon, vous voyez, finalement on est équilibré, on est capable de se contredire, etc. Mais c'est un peu un faux jeu. Donc ça interroge quand même sur réellement l'indépendance de la justice. Nous sommes tenus par le temps. Oui, l'indépendance de la justice pour Ousmane Sonko. J'avoue, je ne sais pas, j'ai pas de boule de cristal, mais il veut pas engager vraiment de rapport de force. Il reste maire de Ziguinchor, il continue d'influencer la vie publique. Le problème, c'est que autour de lui, il y a la popularité toujours. Néanmoins, la coalition politique, comme je disais, Yewwi Askanoui est en train de s'effriter parce qu'il commence à se mettre du côté de Macky Sall. Du moins, ils acceptent de parler avec Macky Sall. Et puis, il faut dire aussi que Ousmane Sonko hors jeu, c'est une opportunité pour eux en rêve. On vous aura compris au dernier moment sur la question. Voilà, bouclons la boucle avec la dernière rubrique de l'émission, les potins de la toile. Alphonse Moïse Soudé, Ansika Adjaï est décédée cette semaine des suites d'un accident de la circulation. Elle fut la présidente de la célébrissime cellule de la moralisation de la vie publique sous le président Mathieu Kérékou. C'est une femme d'influence que pleure la toile cette semaine. Oui, c'est une dame pour qui j'avais du respect et je l'appréciais parce qu'elle mettait souvent chemise avec cravate, et puis dans le discours elle était dure. On a vu une femme qui faisait peur à tout le monde parce qu'elle avait utilisé les méthodes modernes. C'est avec elle qu'on a découvert les micros, les big caméras qui filmaient les gens, caméras cachées qui filmaient tout le monde. Donc au moins pendant un bon moment, cette dame-là a semé la terreur dans l'administration. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus toucher au bien public. Bon, voilà, depuis un certain temps, elle est passée dans l'anonymat. Moi, j'ai été surpris. Bon, accident de circulation, je dis, voilà des dames qui ont marqué l'histoire du Bénin. En matière de lutte contre la corruption, tous les Béninois ont gardé, ceux qui sont de ma génération ont gardé ce nom en tête. Je dis, je présente mes sincères condoléances à toute sa famille d'abord et au peuple béninois, parce que nous avons comme ça des femmes battantes. Et je voudrais que d'autres, Ansika Adjaï, naissent dans le milieu des femmes. Il faut que les femmes apprennent à se battre, parce que cette dame-là, par son travail, par son courage, elle s'est fait respecter. Il n'est pas question que vous soyez ministre. Quand on vous reproche des cas de corruption, la commission débarque là, vous êtes obligé de vous soumettre aux injonctions de la commission. Je voudrais qu'on puisse que l'État béninois, que notre État lui rende de vibrants hommages, parce qu'elle a fait quand même un travail de salubrité publique. Même si par la suite, ça n'a pas continué, elle a donné le ton. Donc je voudrais que l'État béninois lui rende des hommages dus à son rang. Alors, c'est une pionnière de la lutte contre la corruption. Elle a été nommée conseillère technique du président Mathieu Kérékou en 1996. Elle a occupé ce poste pendant 10 ans, en étant également la tête de cette cellule de moralisation de la vie publique. Oui. Bon, écoutez, déjà, les femmes se sont toujours battues, n'est-ce pas? Elles ont toujours été battantes. Je pense que ça, il n'y a pas de débat. Elles sont pas nombreuses. Vous voulez défendre votre parole? Vous voulez défendre votre parole? Non, moi, je défends tout le monde. Dès qu'il y a injustice, je défends. C'est jamais genré ou je ne sais pas quoi. Non, je défends tout le monde. Donc, elles ont toujours été battantes, les femmes. Je vois pas. C'est pas un qualificatif récent. Je rends hommage.
évidemment et effectivement à la mémoire de cette dame, une des dames de fer que le Bénin a connue. On adresse évidemment nos condoléances à sa famille. On souhaite que l'État béninois lui rende l'hommage qu'elle mérite, l'hommage national qu'elle mérite, effectivement. Beaucoup de mérite pour ce qu'elle a engagé, pour ce qu'elle représente, et aussi évidemment en tant que femme, parce qu'en situation de minorité, en situation de sociologiquement, historiquement, de faiblesse, encore une fois, pas structurellement, pas physiologiquement, mais socialement, d'engager une telle lutte, d'elle comme ça la tête de pont de la lutte contre la corruption, quand c'était le début le milieu, disons, des politiques d'ajustement structurel du FMI, de la Banque mondiale, où on mettait la pression comme ça pour qu'on normalise un peu, pour infuser comme ça la bonne gouvernance dans les politiques publiques, contre la restructuration des dettes de nos États surendettés. Donc vraiment, félicitations à cette grande dame. J'espère qu'elle fera des émules. Il faut pour ça qu'on raconte les histoires de ces personnes-là. On les raconte pas assez. On a des modèles occidentaux, on a des modèles d'ailleurs finalement, mais on ne met pas assez en exergue ces modèles-là qui pourraient inspirer les jeunes femmes, surtout les jeunes femmes en l'espèce quand même. Donc ce serait intéressant, je sais pas, quand même qu'on mette en scène tout ça quand même pour diffuser quand même son parcours, pour parler de son mérite et pour susciter des vocations. On a aussi des modèles au masculin. Oui, mais merci à vous, Wouldate Maman, je le rappelle. C'était pour vous taquiner. Oui. Non, mais malheureusement, les femmes battantes de l'Église tombent très vite en désuétude. On les oublie très vite. Il y a des noms, vous voyez, on n'entend plus parler de Marie-Élise Bédot. Beaucoup de femmes tombent en désuétude quand elles font le combat. À un moment donné, quand elles sont fatiguées, il n'y a pas la relève. Donc je voudrais que les jeunes filles se mettent dans le combat parce que les hommes ne sont pas prêts à vous céder des passés de responsabilité. Absolument. Vous devez vous battre pour les prendre. C'est pourquoi je dis, en situation de classe, moi j'aime quand on dit que les 5 premières places sont occupées par des filles, mais je suis content. Mais il faut que les femmes se battent, il faut que les parents encouragent les jeunes filles à vous, à se battre. Tout pour Club Médias fête de ce dimanche. Je le rappelle, j'ai reçu Alphonse Moïse Soudé, journaliste, analyste politique. Merci. C'est moi qui vous remercie. Wouldate Maman, journaliste, spécialiste des questions internationales. Merci. Merci. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs, vous qui nous avez suivis. À très vite.